Ça fera allure. Très bien, merci. Alors, merci Ken et merci à tous pour bien vouloir assister à notre séance. Mon nom est Rob Nicol, je suis le gérant et sur le processus bio-industriel du Centre de recherche ici en Ontario. Je vais vous donner quelques contenus, à savoir qui nous sommes, de quelle façon nous embauchons les étudiants et quels sont les avantages pour les deux parties, de quelle façon, en fait, impliquer les étudiants en recherche appliquée. Alors, ça, c'est un de nos plusieurs groupes. Pourquoi? Parce que je dis que ça change assez souvent. On embauche plusieurs étudiants. La moitié de ces personnes-là sont des scientifiques permanents et d'autres des étudiants. Et ça, c'est notre centre bio. Tout ce que nous faisons est relié aux analyses chimiques ou biologiques, très compétent, très chargé comme horaire. Et peut-être que nous gardons toujours le travail vraiment concentré pour ces étudiants-là également, pour les garder en piste, en fait. Et voici la prochaine diapo. Maintenant, je vais vous donner des chiffres, le nombre d'étudiants qui sont impliqués, le nombre d'heures travaillées sur cette diapo. Tel que j'ai mentionné, nous embauchons plusieurs étudiants à tous les ans. Nous avons ceux qui sont attendus versus ceux qui sont en réalité embauchés. Vous pouvez ici, alors nous embauchons entre 50 et 60 étudiants par année. C'est notre cible. Et pour 2021, nous suivons cette tendance-là. Il y a certaines différences sur le nombre d'heures que ces étudiants travaillent. Et ça, c'est le nombre issu des contrats que nous avons avec les étudiants. Alors, nous les embauchons pendant 8 mois et tout ça, et puis le nombre d'heures grimpe. Et bon, ce que nous comptons pour l'ICP également, c'est d'embaucher le plus d'étudiants possible. Tout ce qui est relié du côté biologique, beaucoup d'équipements. Nous avons de la CFI plus de 5 millions de dollars, de l'équipement sur la fermentation qui est démontré ici, qui est un formulateur bioréacteur. Également, on peut mesurer ce qui sort et ce qui rentre en temps réel. Alors, nous avons beaucoup d'équipements et nous voulions inclure cette photo. Bon, pour montrer à quoi ça ressemble dans ce domaine-là. Ça me fera plaisir si vous voulez venir nous rencontrer à Sarnia et nous avons du personnel également très habile. Alors, du côté des étudiants, nous avons ce programme Power API. Alors, c'est bien pour pister les ICP pour voir là où nous en sommes, quelle est notre orientation, si nous sommes sur la bonne piste. Alors, il y a le BPRC, le 4 BPRC ou le 4 LBC, en fait. Ça vous donne une idée des caractéristiques des étudiants. Ça, c'est vraiment juste une instantanée. Les chiffres changent. Nous avons dans l'Atlantique, par exemple, des différents groupes également. Alors, vous pouvez voir les deux cas. Vous pouvez regarder qui sont les étudiants en termes de citoyenneté. Nous avons 36 de nos compléments sont internationaux et le reste, ce sont des citoyens canadiens. Du côté manufacturier de l'LMIC, vous pouvez voir qu'il y a un grand nombre d'étudiants internationaux et vous pouvez voir les autres qui sont des résidents permanents et ceux qui sont des citoyennetés canadiennes. Ici, vous pouvez voir du côté BPRC, bon, la tendance est plus élevée pour les Canadiens, tandis que l'autre est plus international, des étudiants du niveau international et on peut toujours améliorer les différentes situations. Voici, c'est un cliché des étudiants embauchés. Et de quelle façon payons-nous? Alors, le financement, euh, vous avez le PPRC, le cadre de ce côté-là, et le cadre LBC industriel. Alors, c'est un peu difficile. Ça vient de notre banque de
données. C'est un peu peut-être difficile de lire tous ces pourcentages-là, mais l'idée que je veux vous convier, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre nos deux CAT et peut-être on pourra plonger du côté. Du côté BBRC, nous avons des étudiants embauchés, travaux coopératifs, des étudiants en recherche et bon, nous embauchons bien sûr les gradués de cycles supérieurs à l'université de maîtrise et de doctorat, mais en fait, nous demandons à ce qu'ils aient une diplomation universitaire. Alors, ce sont les deux domaines d'expertise que vous pouvez voir ici. Pour le BPRC, les choses sont uniques pour nous au MAFRA, des recherches sur le volet alimentaire et agriculturel. Et, bon, vous avez différentes données. Nous avons les collèges, le collège Lemten également qui paye. Alors ça, ce sont tous les bailleurs de fonds en fait. Et ça, c'est pour vous indiquer de quelle façon nous pouvons les payer. D'où pourrions répartir ces résultats. Ça peut être permanent, pas permanent, mais à temps plein ou emploi temporaire. Alors, cela nous donne une bonne image de là où nous nous retrouvons et quelle est notre orientation. Alors, quels sont les avantages de cet emploi d'étudiant? Dans le département des recherches et d'innovation, on travaille avec le côté des facultés et nous travaillons ensemble vers des projets de recherche que nous espérons sont intéressants. Ils prennent cette expérience dans le vrai monde, ils rapportent tout cela en classe et cela peut également leur permettre d'établir de meilleurs contacts avec l'industrie. Également, une mise à jour du matériel d'études et des étudiants plus qualifiés. Ça aide les étudiants, les facultés et ça nous aide également du côté des recherches et de l'innovation. Nous pouvons travailler main dans la main pour travailler ensemble et les étudiants peuvent même nous montrer certaines choses. Alors, c'est un système très intéressant et complémentaire que ce travail en partenariat. L'autre chose, c'est que les étudiants ont de l'apprentissage avec expérience et c'est intégré comme apprentissage sur le lieu de travail. Nous avons de bons équipements, de bonnes formations sur de l'équipement qui est très coûteux, GCMS, G6, et bon, nous avons des extracteurs qui extraient le carbone, par exemple. Alors, ils ont tous en matière d'équipement et ils ont ces outils-là. Cela les rend plus concurrentiels lorsqu'ils sont à la recherche de travail. Une fois qu'ils nous quittent, ils iront travailler pour l'entreprise avec laquelle ils ont travaillé sur un projet ensemble. Et puis finalement, il y a les bénéfices financiers. Nous les payons assez bien, un peu au-dessus du salaire minimum, entre 16 et 20 dollars de l'heure. Et puis, ils développent bien sûr des expériences lorsqu'ils sont et ils ont par exemple une bonne expérience en planification de projet, trouver quelles sont les difficultés et effectuer les correctifs nécessaires, ils écrivent et rédigent des rapports et ça c'est bien. La présentation des projets également, ça nous fait plaisir et j'espère que nous avons de bons conseils et idées sur lesquels garder engagés les étudiants. Merci beaucoup. C'était moi et mon côté très bref et j'ai bien hâte de passer à l'étape de la discussion. Merci. Bon, je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est fait. Alors, merci, Rob. Je vais partager mon écran et nous pourrons ainsi passer à la discussion par la suite.
D'accord, alors merci. Mon nom est Michael Comedy, le directeur d'innovation et de recherche appliquée à Kenwyn College, Cambrian College. En fait, il y a Steve Bevel également qui est sur la ligne. Je remercie Steve et son équipe pour le travail qu'ils font. C'est en 2019 qu'il y a eu le département technologique au Collège Cambrian. Alors, nous avons fait décoller cela en plein milieu de la pandémie. Nous avons fait nos opérations, en fait, plus sur le plan numérique ou virtuel qu'autrement, mais maintenant, je vous parle de laboratoire. Et fait, ce que je vais vous raconter, c'est quelles sont les pratiques que nous appliquons aux recherches appliquées. C'est très révolutionnaire, en fait. Et vous savez, il est bien d'avoir ces ateliers que vous avez, par exemple, sur les pratiques exemplaires. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en parle pour la première fois dans certains domaines, mais c'est ce que je voulais vous parler. Alors, le premier exemple que je voulais vous présenter ici, c'est lorsque nous avons fait le lancement de ce centre pour l'industrie minière intelligente. Vous pouvez voir le logo dans cette photo et ça fait partie de notre marque et la conception des dessins qui a été fait par un de nos professeurs. Et ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait avoir un centre de logo et le placer sur le mur. Et ça, c'est le premier mur que vous voyez lorsqu'on arrive dans ce centre-là au collège à Cambridge. Et nous pensions qu'il serait bien, mais non seulement afficher notre logo, mais l'utilisation de notre équipement pour le produire. On aurait pu faire une murale, peindre sur le mur ou quoi que ce soit, mais la majorité de nos clients sont dans l'industrie lourde et minière. Alors, cela nous démontre les capacités que nous avons dans ce domaine-là. Nous avons découpé ces lettres d'une plaque d'aluminium. Nous avons un système de coupe au jet, à jet d'eau et de sable et on peut couper l'aluminium et même l'acier, toutes sortes de matériaux. Pendant leur période en recherche appliquée, eh bien, ils sont formés. Nous n'avons pas, par exemple, dans nos ateliers, ces engins, cet équipement qu'on n'a pas à l'école. Alors, ils ont pu utiliser cet outil pour découper le métal. Vous pouvez voir de quelle façon cela a fière allure, c'est reluisant et tout. Et nous avons travaillé avec nos départements pour faire l'installation de cela. Ça a été présenté par les étudiants de Cambrian et cela nous identifie sur le fait que nous sommes au bon endroit lorsqu'on veut travailler dans un centre de l'industrie minière intelligente. Ce n'est pas seulement une activité ou un projet. Vous avez Sam à gauche et Darby à droite et la plus éloignée vers la droite. Elle ne travaille plus avec nous, c'est Catherine, mais les deux autres travaillent encore. Sam et Darby travaillent ensemble sur les projets. Ils sont payés selon le budget d'activité, mais pendant l'été, nous les employons à temps plein sur des programmes d'études à notre collège. Je suis certain que vous l'avez le même genre de programme dans différentes institutions. Nous les appelons ça TIFI et il y a des activités pendant l'été, par exemple repeindre les édifices de l'école et tout cela. Alors, lorsqu'on emploie les étudiants à temps plein à l'extérieur des fonds, des projets, cela est un avantage pour nous parce que nous pouvons leur faire différents travaux, découper des lettres pour une marque locale, parce qu'autrement, si vous travaillez sur un projet avec un partenaire, eh bien, vous auriez à leur montrer comment utiliser cet outil pour découper le métal et comment polir les lettres et tout ça. Ce n'est pas nécessairement cela, ce ne fait pas partie de leur programme d'études. Alors maintenant, nous allons commencer à regarder la possibilité d'employer les étudiants à temps plein. Sam et Grady ne sont plus là parce que les écoles maintenant travaillent seulement à temps partiel pour nous, puisque le COVID tire à sa fin
et c'est pour cela qu'ils sont payés. Présentement, ça leur donne plus de temps de passer plus de temps pendant l'été et cela nous donne également un peu plus de souplesse pour essayer d'obtenir du temps pour nos techniciens et nos chercheurs. Il y a différentes activités. Bien sûr, ça a été un bon actif dans nos ateliers, la gestion et tout cela. Et on n'a pas à se fier seulement sur les budgets de projets et nous sommes en mesure de les déployer là où leur action est nécessaire. Il y a toujours des opportunités d'apprentissage, même si ce n'est pas directement lié avec un projet. Alors, d'avoir eu ces deux étudiants pour l'été avec nous, ça les a aidés à aller, de passer à la deuxième année du programme. C'est un programme qui constitue 2 années d'études. Alors, il y en a une qui arrivait à la fin de sa première année dans le programme comme soudeur et tout cela. Sam et Catherine est arrivée à la fin de l'été et elle a continué son travail avec nous jusqu'au mois de septembre à l'extérieur du campus. Alors, nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie pour cultiver leurs aptitudes avec Sam et Darby. Ils seront diplômés au mois d'avril, au mai prochain. Alors, nous avons besoin une concentration de haute technologie et dans l'industrie. Nous avons toujours besoin de aider à former les ingénieurs. Alors, vous savez, la fabrication est la clé principale de toutes nos activités. Alors, nous devons effectuer une planification de la relève. Alors, quoi faire si on n'a pas d'autre chose à faire? Eh bien, le dimanche, on va travailler sur la planification des relèves avec Sam et Darby, en fait, lorsqu'ils se sont diplômés. Eh bien, nous avons un technicien qui est très bon en fabrication. Nous avons un ingénieur en mécanique qui travaille avec les techniciens et les étudiants également. Mais bien évidemment, une fois qu'ils seront diplômés, eh bien, ce sera une perte pour nous. Alors, nous avons les étudiants qui, durant les 2 premières années, qui travaillent en soudure et en fabrication, travaillent sur le campus. Ils sont payés pour des activités de projet. Ce qui nous permet de faire, c'est d'avoir un bon plan de relève. Alors, quand Sam et Darby, les deux autres deviendront la deuxième année l'année prochaine et ils formeront ceux de première année. Alors, de plus en plus, il y aura ce passage du flambeau, si vous voulez. Et alors, ça, c'est important pour nous parce que c'est là-dessus que nous basons toutes nos activités dans nos ateliers. Et nous avons toujours parlé d'un plan de relève, mais avoir ce défi et être en mesure d'investir sur les étudiants pour le travail d'été, cela nous prépare à faire cela. Maintenant, nous avons ces étudiants de deuxième année qui reçoivent un mentorat et également une bonne expérience. Alors, ils peuvent travailler avec les ingénieurs et travailler avec les techniciens pour former les autres étudiants les plus jeunes. Alors, ça, c'est l'espèce de passage de flambeau que je vous disais. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes de fonds qui arrivent. On les applique sur des programmes et du travail et on peut planifier également ce qu'on devra faire pour les prochains groupes d'étudiants. Alors, je m'arrête ici et je suis bien disposée à répondre à toutes questions. C'est fantastique. Merci à tous les deux. Oui, alors maintenant, il s'agit d'une discussion ouverte. Sentez-vous bien libre de poser des questions, partager ce que vous faites dans votre institution et tout cela. Et j'ai peut-être 2 questions. Bon, je vais poser la première. Bon, il semble que les bailleurs de fonds qui aident les étudiants et qui aident à payer ces étudiants-là, en fait, semble être une tendance d'être considéré comme d'argent libre. Prenez cet argent puis faites ce que vous voulez avec. Moi, je n'aime pas vraiment cette idée-là. Je crois qu'on devrait mettre l'accent sur le prestige qu'il y a à faire partie de cette équipe-là de recherche. Et avec ce programme qui est conçu pour ces stages et
Ça ne devrait pas nécessairement être quelque chose de pris à la légère aussi. On est coincé avec des étudiants pendant très longtemps. Alors, qu'en dites-vous là? Mike, j'ai vu que vous hochiez de la tête. Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, oui, j'allais dire, Ken, que je pense que c'est probablement très commun dans la plupart des collèges à travers le Canada lorsque les étudiants sont impliqués dans ce genre de projet-là. C'est la crème de la crème. Et souvent, nous avons tenté d'éviter cette pratique-là parce que il peut y avoir un côté négatif. Souvent, ils sont soit recommandés par la faculté et leur programme choisis soigneusement et en écartant d'autres candidats qui peuvent ne pas être identifiés par les membres de la faculté. Nous avons affiché les postes, mais typiquement, ce sont des étudiants qui veulent prendre des responsabilités et se confronter à des problèmes qui existent dans le vrai monde et ils font une demande. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné lors de ma présentation, c'est que Darby, Sam et Catherine, tous ces étudiants que nous avons eus à collaborer avec nous, ils sont venus pour une raison, c'est de donner leur apport dans ces différents programmes-là. Alors, nous attirons typiquement les étudiants de haut calibre parce qu'ils veulent améliorer leur aptitudes et connaissances et avoir un pas d'avance sur les autres. Et je crois qu'avec un programme travail et études, bon, les postes doivent être représentés, les élèves font leurs offres et puis le défi auquel nous sommes confrontés, par exemple, il faut aller de l'avant à la vitesse de l'entreprise et on ne veut pas retarder le début d'un projet en y allant par des entrevues et tout cela. Bon, c'est bien lorsqu'ils viennent à l'atelier, les ingénieurs et un autre tech, par exemple, peut entamer une discussion et nous indiquer si ça va. Alors, nous avons beaucoup de souplesse avec ces projets-là parce qu'ils ne sont pas, lorsqu'on offre des occasions de projets, travail-formation, par exemple, on peut dire, on peut vous embaucher pendant les 6 à 8 prochains mois ou on peut leur dire, non, non, ça va être jusqu'à 20 heures par semaine pour aussi longtemps que l'activité de ce projet le nécessite. Souvent, lorsque nous avions des étudiants qui ne fonctionnaient pas bien, eh bien, on les remplaçait par d'autres, tout simplement. Alors, vous pourrez découvrir rapidement que de cette façon-là, ils ne sont pas le bon genre d'élèves pour un programme quelconque. Merci. Et j'imagine que je vais parler un peu de l'aspect de la technologie. Chaque technicien est différent. Vous savez, nous avons beaucoup de projets. Nous avons un grand besoin d'étudiants et nous avons tellement de projets très différents. Alors, si un étudiant ne fonctionne pas bien pour un projet sur les produits comme les fertilisants, par exemple, des choses comme ça, alors on veut changer. Et bien sûr, nous recherchons la crème de la crème, mais jusqu'à date, nous avons été assez chanceux. Je sais que nous avons certaines difficultés parfois, et oui, tel que Ken l'a mentionné, peut-être que on a beaucoup d'argent et on n'a pas encore assez de projets et on embauche un groupe d'étudiants maintenant, bon, les garde occupés. Et moi, je recommanderais cela d'éviter ce genre de situation-là, mais nous n'avons pas, Hampton, fait face à ce genre de difficultés-là, du moins pas tellement. Alors, Sean, oui, alors merci. Ce n'est pas une question, mais une observation. Si, alors, nous avons un certain nombre de bénévoles qui ne sont pas payés et je vous dirais que ce que nous pistons comme implication étudiante, on a souvent des travailleurs qui ne sont pas payés et que ça fait partie de notre formation comparativement à ce que nous faisons ici et qu'il y a tellement d'occasions pour les étudiants qui s'impliquent en tant qu'étudiants d'été ou stagiaires. Alors,
Je voudrais savoir de quelle façon vous avez, par exemple, les différentes proportions des bénévoles qui ne sont pas payés, tout cela. Et après cela, je vais mentionner un autre programme que nous avons ici. Je vais vous laisser répondre premièrement à ceci. Oui, malheureusement, je ne sais pas combien de personnes nous avons qui ne sont pas payées. Je crois que je vous ai montré une cinquantaine d'étudiants qui participaient tous les ans. Alors, je vous dirais qu'il y en a peut-être 5 qui ne sont pas payés, mais ça dépend de combien de projets nous avons, à quel point nous sommes engagés et tout cela. Comme des bénévoles, je ne vous dirais pas il y en a beaucoup qui ne soient pas payés comme bénévoles. C'est vraiment une infime partie. Nous n'avons pas d'étudiants qui ne sont pas payés de notre côté. Ils sont tous payés, rémunérés et on les réfère à des partenaires également. Alors, on ne va pas du côté académique et on compte tous les étudiants qui demeurent impayés. Mais par exemple, normalement, nous avons des industries qui vont se pencher là-dessus, financer. On a des étudiants qui sont concentrés et si les partenaires n'est pas prêt, peut-être que on applique ces fonds-là éventuellement. À part de cela, eh bien, tous les étudiants de notre centre sont tous rémunérés. Bon, j'ai vraiment l'air à exploiter les gens maintenant. Et je reçois des courriels toutes les semaines et différentes analyses avec des échantillons et tout cela. Alors, je crois que euh, nous travaillons avec des étudiants qui sont enregistrés, qui ont de l'expérience en recherche appliquée, par exemple. Et si on en arrive à un minimum, on l'indique sur le relevé de notes et tout cela, cette expérience de travail. Et nous espérons que cette expérience les aidera à obtenir un emploi à l'avenir. Oui, tout est bon, ce sont tous de bons résultats. Euh, bon, juste pour ajouter, et, bon, je vais penser à ce que cette question soit posée, mais vous savez, c'est une courbe de formation à productivité. C'est quelque chose sur quoi il faut être au courant. Et s'ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de projet direct sur lequel travailler, il se peut que l'on réfléchisse à combien de temps que ça prend. De quoi, par exemple, c'est 4 mois, on forme une personne pendant 3 mois, puis il quitte après le quatrième mois. Alors, j'imagine que ça pourrait constituer une difficulté versus le paiement. Eh bien, les choses ne vont pas plus vite et mieux lorsqu'il faut demander de l'aide. Mais vous savez, finalement, c'est de l'expérience que nous leur donnons et l'exposition que nous leur offrons également. Nous n'avons pas simplement des personnes qui ont des responsabilités bien fixes, mais comme observateurs également. Traditionnellement, lorsqu'on avait des octrois, on ne pensait pas à l'implication des étudiants chez CAT, mais c'est le genre de choses qui a bougé maintenant, qui est différent. Et bon, nous avons l'engagement des étudiants dans les activités du CAT. Ça veut dire qu'il faut donner quelque chose, trouver le temps nécessaire pour faire autre chose pour nos mandats principaux. Maintenant, il y a l'incorporation des étudiants. Alors, à quel point cela vous met au défi? Eh bien, moi, je dirais que pour nous,
Nous sommes un collège de petite taille. Au fil des ans, même avant le CAT, nous voulions trouver des façons différentes d'engager des étudiants parce qu'il s'agit toujours là d'une difficulté. Avant que le CAT soit fondé, 3 ans avant cela, en fait, il y avait des membres des facultés qui étaient envoyés vers des projets et libérés de leurs tâches. Et bien sûr, nous avons des scientifiques stables qui travaillaient déjà et nous avons été en mesure de se faire à travers un financement. Et maintenant, avec le CAT, nous avons été en mesure d'avoir des chercheurs qui travaillent encore avec la faculté, mais qui peuvent travailler de façon très alignée sur un rôle de conseiller. Alors, on travaille de plus près avec les techniciens et des ingénieurs en ayant un rôle consultatif et de mentorat et avoir une incidence sur le côté académique des programmes offerts. Alors, vous savez, nous nous avons des projets, et il est impératif pour nous de participer avec ces projets et toutes les activités que nous avons à Cambridge. Et également, la capacité du CAT nous a permis de faire des choses que nous ne pouvions pas faire auparavant, il y a 2 ou 3 ans, par exemple. Oui, merveilleux, oui. Oui, le CAT, eh bien, vous savez, c'est une charge et des recherche et développement, les PME, et puis s'il y a un certain nombre d'étudiants qui se présentent, eh bien, peut-être que la formation perd un peu. Mais il faut aider à créer des façons de faire travailler tous les étudiants sur d'autres parties. Nous avons des partenariats avec les départements de développement de Sarnia et parfois on se partage. On travaille 20 pour Lambton, 20 pour la ville de Sarnia et on fait ces répartitions à l'intérieur du collège dans le marketing et les communications qui puissent les seconder. Alors, cela peut passer à travers des octrois. Alors, il y a différentes activités de différentes tailles. Alors, nous essayons de mettre tout ça dans une proposition et tâcher de créer des solutions. C'est un point intéressant. Je sais qu'on a mis beaucoup l'accent sur des les étudiants qui participent à un rôle technique lié directement à un projet du volet technique. Et quelles sont les connaissances en gestion, en communication, sur les médias? Est-ce que vous avez déjà regardé quelque chose dans ces facultés-là ou ces écoles-là? Si vous avez recherché ce genre de talent-là ailleurs? Euh, Mike, peut-être? Et oui, oui, nous l'avons fait auparavant, ça fonctionnait vraiment bien. Nous avons des gens du programme des affaires et ils les ont parmi leurs cours, des cours sur la gestion de projets et on les a mis avec un concepteur, un groupe en recherche et tout cela. C'était vraiment bien d'avoir ces gens-là qui ont travaillé avec l'aide du personnel et de l'équipe ici. C'est quelque chose définitivement que nous avons fait et que nous continuerons de faire, pas seulement sur la communication, d'autre part, mais sur le graphisme. Lorsqu'on faisait des projets de développement, un prototype, on arrive avec un produit à la fin et là, il faut le mettre en marché. Alors, il faut voir comment on appelle cela, à
quoi ressemblerait le marché. Peut-être, souvent, on dit pas clairement: «Est-ce que vous pourriez nous fournir une marque et nous donner ça?» Mais ce sont, les, élèves en, marketing, en commercialisation et en conception et tout cela, qui vont aider. Alors lorsque je vais à, ces foires, par exemple, je crois qu'il y a une belle synergie et souvent on voit que d'une perspective technique, ce dont nous avons besoin, un technologue, et un technicien en électricité et tout cela. Alors, et c'est toujours intéressant d'avoir, de l'expérience en mise en marché, en commercialisation et en graphisme. Alors, il est toujours bien, d'utiliser différents étudiants de différents, programmes, en fait, pour, peaufiner un projet. Et bien sûr, si on veut, éviter certaines corrélations, quelque chose, que je discutais il y a quelques instants, je crois que le marché, de travail attire, les, élèves, qui ont participé à toutes sortes de projets, même, avec la coopération du, CAT. Et lorsque nous, pensons, est-ce qu'il il y a, par exemple, une certification qu'on pourrait mettre sur LinkedIn, qu'ils ont participé, à quelque chose, qu'ils ont travaillé sur, le blockchain et tout cela et qu'ils ont participé, démontré la validité de ce travail-là qu'ils ont fait. Alors, de cette façon-là, on peut, les pister, à savoir où ils vont dans 3, 4, 5, 6 années et où se retrouvent-ils? Est-ce que, vous croyez que cela a une utilité ou est-ce que vous avez d'ores et déjà une, certification quelconque? Oui, je crois que c'est ça. Nous l'avons à l'Abdel. Nous avons un institut qui travaille avec toutes ces certifications, exécutions et tout cela. Et bon, bon, nous avons un peu un appareil électronique et on se pose toujours la question, en fait, qu'est-ce qui est arrivé avec ces étudiants-là? Et puis, 1 mois, 1 année après la diplomation et peut-être, plus longtemps après ça et je crois que c'est bien pour établir, nos paramètres. Oui, nous avons fait un suivi de cela et bien sûr, il y a toujours la difficulté, le changement de courriel, il, déménage et tout cela. Alors, il y a, certains qui, rejoignent ces étudiants, tous les 3 mois, 6 mois, mais je crois que nous avons fait un meilleur travail à les pister manuellement. Nous avons fait une tournée et un des partenaires que nous avions et un des étudiants qui avaient travaillé sur un programme d'animation et ils démontraient leur technologie. Ils ont mentionné le nom d'un étudiant avec qui ils avaient travaillé et qui finalement avait trouvé un poste, à Disney. Bon et ça, nous ne le savions pas du tout. Alors il y avait vraiment une merveilleuse histoire derrière ça. Elle était en animation, elle a travaillé avec un bridge, un merveilleux projet et puis là, elle a terminé par trouver un emploi. Alors, ça, c'est merveilleux et on s'est dit qu'on devrait faire un suivi avec des personnes de ce genre et on a essayé de les, retracer manuellement. Il devrait avoir d'autres façons de, montrer ces exécutions-là, savoir, faire un suivi d'où ils vont, et souligner l'expérience qu'ils ont eue et tout ça, afin de démontrer le genre de résultats que l'on peut obtenir. Oui, j'adore l'idée d'avoir des ambassadeurs au sein de l'industrie et qui disent: «Hey, allons travailler avec un technicien, avant, de voir». Vous savez, c'est toujours, un peu difficile. Un des renseignements, sur, le marché de l'emploi, on se disait que les formations au Canada est, déplorablement mauvaise, et mon hypothèse serait que les étudiants qui ont, participé à ces projets-là, en fait, dépassaient leurs pairs ou leurs, cohortes, dans une autre institution également à cause, de cet avantage compétitif. Alors,
il est bien de voir ce qu'ils font. Bon, c'est par corrélation et tout cela que nous pouvons les retracer. Alors, la prochaine séance qui sera le jumelage dans cette salle-ci de l'IRTP. Et je me demandais si on pouvait conclure avec des commentaires, les orientations de l'avenir. Allez-y, je vous cède la parole. Bon. Alors, je vais passer la parole à nos prochains orateurs. Merci, c'était merveilleux. J'ai vu des commentaires sur LinkedIn et qui est une merveilleuse façon de retracer les personnes après leur départ. Bon, des perles de sagesse pour clôturer cela. Vous avez des étudiants, ils sont jeunes potentiellement, ou bon, peut-être pas, même s'ils ne le sont pas. C'est peut-être un nouveau domaine dans lequel ils sont formés. Alors, il faut donner une certaine indépendance, une certaine liberté dans ce jeu-là, des responsabilités. Et on peut voir de quelle façon ils peuvent prendre ces responsabilités. Bon, et également leur expliquer un peu ce qu'ils auront à faire et si c'est possible, donnez-leur la liberté de dire, voilà, c'est ce que nous voulons comme résultat. Il faut y arriver en quelques étapes. Euh, euh, de combien d'étapes pouvez-vous vous occuper? De quelle façon on pourrait aller de l'avant? Et c'est bien pour eux, bien pour l'entreprise et le département de recherche et développement également. Un petit conseil peut-être, j'ai entendu parler des hauts et des bas. Parfois, nous avons des périodes de temps où c'est la calmie totale et nous voyons qu'il y a des étudiants qui voudraient peut-être être jumelés avec d'autres personnes et aider des personnes qui n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience avec certains des outils que nous avons, l'ICP et d'autres. Alors, on laisse courir les étudiants et on tâche de les garder occupés. Merci beaucoup. J'imagine que je veux renchérir ce que Rob a mentionné. Pour nous, une des courbes d'apprentissage, c'est leur permettre de s'adapter, s'assurer qu'ils aient le soutien nécessaire pour être ceux qui sont aux commandes d'un projet. En fait, il faut les habiliter. Notre équipe se rend compte que d'une perspective de supervision et leur donner ce dont ils ont besoin, une orientation claire lorsqu'on parle des opérations, de l'amélioration également. Vous savez reconnaître les avantages que ces étudiants peuvent avoir pour cette équipe-là et ce qu'ils ont pendant l'été là, comme projet et les mettre dans une position où ils peuvent réussir facilement du côté technologique également et les mener là où on veut qu'ils aillent. Alors, je crois que c'est une partie principale pour les mettre au poste où ils doivent se retrouver à travers les différentes activités. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. C'est fantastique. Merci à vous deux. Euh, en fait, pourriez-vous me dire quelque chose? Plusieurs de ces programmes qui offrent des stages et tout cela sont pour les élèves de 18 à 30 ans. Est-ce que vous arrêtez lorsqu'ils ont 30 ans ou allez-vous au-delà? Étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui retournent à l'école, ça fait 40 ans là qu'on a cette gamme d'établis des 18 à 30 ans. Est-ce que ça devrait changer? Non, bien sûr, pour nous, je suis certain que mes collègues peuvent renchérir cela. Nous avons des étudiants il y a 2 ans avant la pandémie. Elle était une ingénieure. Elle est retournée à l'école pour avoir cette expérience-là. Elle aurait été à l'extérieur de l'âge des étudiants acceptés. Et elle a voulu débuter, bon, et renchérir son expérience. D'autres veulent avoir plus d'expérience dans un domaine différent et tout ça. Alors, on peut toujours utiliser
ces aptitudes. Et peut-être c'est arbitraire, là, peut-être qu'il n'y a pas de chiffre. Vous savez, pour nous, un étudiant est un étudiant. Alors, je vais m'arrêter là. Je pense que, bon, oui, c'est de 18 à 30 pour les étudiants post-secondaires. J'en connais pas beaucoup qui ont 18 ans, en fait. Ouais, c'est vraiment fou cette histoire-là. Alors, on va essayer de grimper l'acceptation à 2021, par exemple. Alors, merci beaucoup à vous deux. C'était une excellente présentation que vous nous avez livrée. Alors, nous allons passer à l'autre séance. Merci beaucoup. Merci. Some of the other sessions are still going on, so we'll just sort of Je crois que d'autres séances sont encore en cours, alors nous allons attendre un peu. La salle numéro 4 est sur le point de terminer. Je ne sais pas combien vont participer à ceci, mais bon, nous allons donner la chance aux gens de présenter leur argumentaire et passer à une pause de café peut-être. Ben, en fait, je crois que le sujet de conversation à la salle 4, c'était les obstacles de collaboration entre les différents CAT. Alors, j'espérais bien que ces gars-là nous arrivent. Un peu épeurant tout ça. Hey, Terry, how are we doing? I said, well, actually, I popped my email up for just a half a second because that was the temptation to see that long list. And then I closed it right away. I should just have more fun here. We had a really good session with David and Peter. Thank you so much. Very interesting. Excellent. Très bonne séance avec David et Peter. C'est la raison pour laquelle nous avons un peu de retard. Uh-oh. So I guess you can charge us to deliver those services then. Sounds like a plan. Seems like we've been picking up new homework all day, so that's good. They'll keep us busy. So Ken, the evaluation of the RTPs was yesterday and today. Mhm. Do you have the results for us? Not You're at well 4 connected, o'clock. aren't you? Oh yeah, and then I'll get it because the thing I'm most interested in is the split of how many were option 1 versus option 2, and the value asked for from the sector, predominantly for the stream 2 ones. Like, did they only get Yeah. 20 proposals? And even if then was the value requested 6 million or 60 million? Because depending on how many get funded, that arms us with an angle to go to ISED and talk about maybe a SIF stream 5 or something, since they're plug and play, ready to go projects. But alas, I will put the word on the street and see what we come up with. Interesting to see if anybody Ensric has any hair left. There had to have been a whole lot of wailing and gnashing as he went through this whole process. That's true. I know Jack was running on empty already, so there's probably not much left. Maybe Homer Simpson's 3 strands. That's it. All right. Is the other session done? Yeah. Okay. Well, the more people joining us, this is really just an informal session related to I guess the second round of ARTP for everybody who has applications due December 15th. If anybody's still looking for dance partners, here's an opportunity to just put up your hand, turn on your camera, maybe give a 30-45-second explanation of what you need to round out your team. And then the participant list is on the website, so they can be in touch with you shortly thereafter, and collaboration can begin. So is anybody in need of a partner or want to go first? Well, in front of all these people rushing to say something, I guess I will
seize the occasion, rise to the plate. We are looking at doing a biorefining Pratt. That's the name in French, ARTP in English. We have 2 other colleges already, but if there is an interest within the tax for joining this endeavor that we're actually starting to talk about with Innofibre. I see Jean-Philippe Jacques right here. He's already with us on this. And there's also CNET, which is, but we're looking at scale-up technologies for Je bio. pense sur la technologie de mise à l'échelle. Donc, si vous avez de grands navires ou de grandes infrastructures qui peuvent être utilisées pour le raffinage des acheteurs, je parle de processus de mise à l'échelle, de mise à l'échelle déjà. En fait, moi, je suis intéressé par ça. Je veux savoir ce que vous faites et comment vous pourriez contribuer à ce type de programme. Donc, on n'a pas de partenaire à l'extérieur du Québec pour l'instant. C'est évidemment quelque chose qui nous intéresse. On aimerait voir si quelqu'un veut se joindre à nous sur cette proposition. Merveilleux, merci. Je ne vois pas Rob Nickel en ligne. On va lui en parler. Au processus bio-industriel, il a peut-être cette capacité. Je vous vois, Rob. Oui, j'ai essayé de m'immiscer sans me faire voir. Oui, ça a l'air très intéressant. Peut-être qu'on pourra en parler hors ligne. Je ne sais pas si on a la taille que vous recherchez, mais ça nous intéresse, évidemment. Si on n'a pas la taille, on parle des prochaines étapes et de croître. Oui, évidemment, on peut en parler demain. Donc, vous avez des projets dans des bioraffineries? Oui, nous avons beaucoup de bons partenaires. Les producteurs de biomasse, ça peut être des rebuts agroalimentaires, des déchets agroalimentaires également. Et ensuite, le traitement de cette biomasse qu'on fait. Donc, évidemment, notre mise à l'échelle ne serait peut-être pas suffisante. 50 litres, est-ce que pour nous, 100 litres, c'est le plus gros réacteur qu'on a? Mais si ça vous convient, s'il y a d'autres choses, on peut peut-être vous soutenir. On fait de l'analyse chimique et du contrôle de qualité, de ce que vous essayez de faire, on peut contribuer. D'accord, je vais communiquer avec vous. Merveilleux. Merci. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent un partenaire de danse? We're good for now. Ça va pour l'instant. On a soumis, en fait, on a été à Paris avec 4 ARTP, option 2. On va voir comment ça se déroule. Pour l'instant, on a beaucoup de pain sur la planche, suffisamment de pain sur la planche. Oui. On va attendre. Terry, how about you? How you doing? Terry, vous, comment ça va? Moi, en fait, j'ai assez de pain sur la planche, mais je suis toujours intéressé de voir ce que les autres ont comme projet. C'est pour ça que je reste ici. Je veux voir ce qui se déroule, ce qui se passe. Ça peut me donner des idées de perspective. And I guess it might depend on the results of the ARTP round 1. Bien, nous, ça va dépendre des résultats de notre ARTP, la première ronde. C'est ce qu'on peut réussir à faire. On est toujours intéressé par de nouveaux projets, de nouveaux partenariats. On va voir comment ça se déroule à la première ronde pour voir combien de capacité, quelle sera notre capacité à la ronde 2. Il n'y avait pas de limite à la première ronde. Ma compréhension, c'est qu'ils ont reçu 90 propositions pour les options 1 et 2, ce qui les a surpris. Et on connaît plusieurs personnes qui attendent intentionnellement pour soumettre leur projet à la deuxième ronde. En fait, donc les attributions étaient faites hier et aujourd'hui, donc les gens attendent voir ce qui se passe et ça leur donnera le temps de soumettre leur projet à nouveau d'ici le 15.
On ne sait pas si vous aurez reçu vos rétroactions d'ici là pour en fait vous pencher sur les manquements. Ils ont 47 millions sur 2 ans et tout va être mis dans ces deux concours. On ne sait pas quelle sera la répartition des choses, par contre. André, qui est dans le chat, on est en train d'en faire un pour décembre en traitement des eaux liées aux eaux industrielles. Fantastique. Un très bon partenaire. Well. Eh bien, Yeah, I was going to open. oui, j'allais ouvrir la boîte de Pandore et dire, bon, si tu n'as pas de projet précis, bien, je peux parler de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans ce programme. On n'a sûrement pas assez le temps pour ça dans ce qui reste de l'année 2021. Moi, je me demande comment ils vont déterminer s'ils donnent tout le financement, la moitié du financement, le quart du financement, ou peu importe le financement. Et ce qu'on est censé dire si on reçoit X financement dans un programme qu'on a décrit à pleine échelle et ensuite il faut réduire le projet. Mais bon, on trouve des solutions. Si ils nous donnent de l'argent, il y a toujours une solution. Mais je me pose la question. Oui, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Ils veulent financer 90 projets option 1 entre les deux concours, 90 collèges, les cégeps vont y participer aussi. Ce qui restera sera remis dans la deuxième ronde. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un intérêt aussi vif de la communauté. Donc, il va falloir voir. J'ai hâte de voir. En fait, nous, on collabore, c'est tout. To before, so it's great. I mean, CUI, 2I, Innovation Links, whatever it was On n'a called. jamais été autorisé à le faire avant. Les CUI, ça n'a pas fonctionné parce que c'était obligatoire d'avoir une université, un collège et un partenaire de l'industrie à la table. Jamais on nous a montré comment collaborer avec une université, et encore moins avec un collège pour que le collège serve l'industrie. Donc, on a fait ça en très peu de temps et l'option 2, en fait, l'option 2, si l'option 2 fonctionne, pourquoi ne pas aller chercher plus de financement? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller chercher plus de financement? Parce que ça fonctionne. Je suis sûr que ça va fonctionner très bien au Canada. C'est simplement une question de volonté. Et comme on l'a dit, la frustration, c'est ceci. Combien d'argent est-ce qu'on a? On ne le sait pas. Donc, ça va être intéressant. Quand on conçoit quelque chose, on le conçoit pour que ça fonctionne. Donc, si vous le concevez correctement, ça devrait fonctionner. Si on le finance, ça va fonctionner. Je présume que les projets qui ont été présentés ne seront pas nécessairement possibles de mettre à l'échelle ou modulables. En fait, si on demande un certain financement, on nous offre moins. En fonction, en principe, ça ne devrait pas fonctionner. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres demandes ou appariements, on va mettre un terme à cette séance. Si ça vous intéresse, passez à la salle numéro 5 pour entendre la conversation de réseautage. Sinon, on vous voit demain matin. Merci à tous et à toutes. Merci, Tim. À demain. Hello, Wes. Hey, Jean-Philippe, how are you? Good, and you? Good, thank you. So I'll just give you some context. We have some faculty here that have written a research paper on the benefits of biochar for the beverage sector specifically, the economic viability. The researchers are in the business school.
The paper they've written shows that it's economically viable to produce biochar from wine pomace, the spent grape material from production of wine. And use it for things like remediation of soils to improve soil health, which is a big problem here in the Okanagan Valley where I live. It's desert-like conditions. It's pretty dry. Okay. So they have been inquiring with us about the estimated amount of biomass in the valley here. And for the wineries, it's in the thousands of tons of wine pomace. For the breweries and distilleries, it's tough to calculate because they don't measure all the spent grain from making beer or spirits. But when I spoke to one of the the largest producer in the province, they estimated they do about 8,000 ton of spent grain a year. Okay. So we're getting into And good. excuse me, is it on a dry weight or as is? It is. I'm guessing it would probably be 60 to 70% moisture, water content, because it comes out of the mash tun, wet, still soaked with water. So I'm guessing the bulk of the weight is still water weight. So take the 8,000 tons and I don't know, maybe take 2/3 of it off. Okay. So they've been asking about us being the BTAC trying to find a way to do a small scale amount of pyrolysis to biochar so that we can look at the end product. You know, what does it look like, and is it actually suitable for soil remediation here in the valley? And you know, for us to go out and buy a pyrolysis machine and a dryer and set all that up, it far exceeds our funding. You know, it's the stuff you're working with is not cheap equipment, at least the stuff that they've priced to us. So I was just curious if you had experience with spent grain or pomace, and if so, how efficient was it compared to other materials for pyrolysis and that sort of thing. So sorry if I'm a little out of lockstep with what you guys do exactly, but I wanted to ask. Not a problem. So, well, basically, we never do a pyrolyze this kind of feedstock, but we use different kind of feedstock. For example, we do some pyrolyze on residues of cannabis, for example. So it's something on what we are working. The first thing, you have a high moisture content. So we have to look if how we can dewater the feedstock. So I'm thinking if there's some mechanical process, we have a screw press here, we have another different kind of mechanical technology that we can use, but at the rate of moisture content, we will not remove a lot of water. So we have to think about probably a dryer. So for that, it's not an issue. We have a pilot dryer in our pilot plant. Also, your feedstock, can you give me an overview of what is the particular size of the feedstock? What is the which? The particle size, is it like a sand, or it's something? It's a bigger particle. It's for spent grain. It's like oatmeal, porridge. It's just barley and malt grains, wet grain. So it's in a soft, mushy form. Okay, I understand. We did some work on
the microbrewery grain, for example. So Okay. it's something like this, I suppose. Exactly. Okay, good. And I'm gonna share you. Yeah, I can share my screen. Is it a corporate presentation? Right. Okay. Can you see my screen? Yeah. Okay. So is there? Okay. So I'm gonna show you equipment. Okay. So you see here the equipment here, the gray one. Yeah. It's a dryer. It's a bed dryer. So we have the capacity to dry. It's 2 tons per hour that we can dry. So it's something that we can do before to do the pyrolysis system. And I'm just looking for the technology. Okay, not in this presentation. Okay. I'm gonna use another one. No, not here. This one. Okay. Okay. So you see my screen? Is it the good one? You see the presentation? Yes? Yeah. Okay. So here is a dryer that I told you. So is it our pilot dryer? And we have here is one technology. It's a slow pyrolysis system. So with this kind of technology, sorry, the feedstock have to have a moisture content of 30% roughly. And usually we use the feedstock, the particular side of the feedstock, it's sawdust. So right. Give you an idea. And this one is another technology. So it's for, I would say, for reactor. In the middle, we have a common burner. So our syngas is going at the burner in the middle. But in this kind of technology, we can look to fill with your feedstock, but we have to do some setup inside of the oven if you want, because we at the end we're gonna probably make a pane, or not a pane, but a braid. So it's I'm not sure that all the feedstock in the middle of the bucket will be heated and we'll get some biochar. So okay. We have to do some modification inside, but it's something that we can look. So this is it's pilot equipment, but of course we have some lab equipment that we can use some gram to see what can happen. Okay. Let me have a chat with them and see if they can find a source of funding, maybe we could work with one of the local distilleries. Where in Quebec are you? Yes, in Quebec, in Three Rivers. Okay. We could find a local brewery or distillery maybe to partner with through the college here and get money your way so that they could advance their thinking around the suitability for spent grain and pumice. Yes. But maybe at first, can you just send me a sample of the feedstock, a bucket, for example? Ship me this. I can grab it. If you can, just a small sample, just to see that we're gonna take some analysis like the moisture content and the particle size also. So it would be helpful for us to know how we can produce biochar with this feedstock. Yeah, I'm happy to do that, and it may not be possible, just given how much moisture there is. It may not be worth it, but the spent grain and the pumice mostly ends up in either landfill or in the cattle and hog industry, feeding pigs and cows. So
there's other purposes for it, but none of them are really sustainable long-term. Gives off a lot of CO2. Mm-hmm. So, but yeah, let me see if I can grab some stuff and send it your way. Yes, it could be useful for us. And for your information, we do some paralyze of residues of vegetables. So it was reduce residues, for example, that we do. Yeah. We did some biochar with it. So the project was to use this waste and to use it as a soy amendment for different farmers. So that was the project. And maybe sometime what we try to do, we're gonna mix two kind of feedstock. So sometimes it's come a technology because when we want to dry, it's something very expensive. So we can mix two kind of feedstock, but we will not necessarily have an homogeneous biochar at the end, but we can produce something that could be interesting. It depends of the utilization at the end. No, that sounds great. All right. Let me chat with the researchers and I'll reach out to a couple of companies here and see if I can get some small package your way so you can see what we're working with. Yes, please. And like I said, a bucket, 10 liters or 20 liters, it will be fine. So okay. And do you want some of the finished products sent to you too? The whiskey or the wine? But if you want, no problem with that. We're gonna try. We're gonna see the moisture content. And Are you a wine drinker or a spirits drinker? More spirit drinker. I prefer more Scotch, bourbon, and this kind of. Well, we'll see if we can get you a bottle of bourbon from one of the distilleries and send it your way. And also, I appreciate also the microbrewery. There's someone in Quebec, and I was a part of. I was a partner in a microbrewery a couple of years ago, 10 years ago. So. Oh, which one? It was L'Ermite at Victoriaville in Quebec. Okay. Yeah. So I was a partner. It was my friend. We did a master and PhD together, and then they stopped. My colleague Mark and William, they stopped to the research, and they was a fourth time on the microbrewery. So. So it was a good thing. It was really funny, and now we see also in Quebec there's a lot of micro distilleries. So in True River, there is one or two. So yeah, there's more and more all the time, and some of them are getting pretty good with their spirits. Especially, we've had some products come through here that are surprisingly good. Surprisingly well distilled spirits that hold up against. I don't know what bourbons you like, but certainly if I'm drinking an Angel's Envy or Michter's or some of these bigger Kentucky-based brands, some of the local small distilleries here have products that are close to that quality, like just really nice full-bodied bourbon. So yeah, they're getting better. I think I have to do a travel to visit your lab. I told Ken that we'll host the TAC conference one year out here. There's enough wineries and distilleries here to keep everyone entertained for a while. That's funny. And I'm just thinking in True River they start a lab. It's like a food lab. I don't have the good term, but maybe it could be interesting for you to know a little bit more about the project. And if you want, I can put you in contact with the manager at the city who developed this lab. That'd be great. I'd love to see where and how we can help them, in any way. So, we have, it was interesting sitting through your presentations because, we have one of those challenges where we have a small team, we've got a good chem lab, a good micro lab, sensory, and a bunch of other equipment for support. We do a lot of product innovation, but
I mean, this year I'll probably do 20 or 25 interactive visits. So, and part of our challenge is, I liked your talk because part of our challenge is making sure we can move some of them further up that sales cycle to bigger and bigger funding opportunities and revenue opportunities for the TAC. And it's hard because we deal with a lot of small business in beverage manufacturing. Yeah, I agree with you. You know, when you start, you have to develop your collaboration. You have to develop your name and to be recognized from industrial partners. So I understand it's not really easy. And so, you know, interactive visit, it's, like I said, it's a good program, but my experience, it's that the customer for interactive visit, it's SME or startup. So when you're talking to say, hey guy, we're gonna do another step, then say, okay, oh, not sure, we're gonna wait. So it's fast, it's relatively easy, but just the time you put to manage a project is the same time that you put to manage an engaged project. You have to do a kickoff meeting, you have to do a midterm meeting to present the result, you have to do a report and to close the project. So, you know, if you consider all the time you put just to manage a project, and in 20 hours, you're gonna grab maybe the quarter of the 20 hours just for the managing. Yeah, you're absolutely right. There are a lot of work other than the fact that, you know, we're still trying to get our foundation here in place. We're only a year or two old. We launched right into the pandemic. So was an awkward time to launch, but yeah, we've been trying to figure out the best way to scale certain things. There's a lot of money in the Valley. I mean, a lot of the wineries here in the Valley are the bigger ones. The fellows that started them up are worth anywhere from 500 million to 4 billion. So the money's here. It's a matter of tapping into the right opportunity with those companies. And does the company are interesting to do innovation, to develop new product, new process? Yeah, if I take example, there's a company, a parent company out here called Mark Anthony Group. Their original innovation in the beverage space was Mike's Hard Lemonade, which I don't know if it was much of a seller in Quebec, but it was an alcoholic lemonade that sold for years and years. They sold it to, I think they sold it to Molson or Labatt's a couple of years ago for about 400 million. Okay. And they rolled that money into their new product, which is White Claw. And White Claw is what's called an RTD. It's a combination of carbonated water and pure alcohol, like neutral grain spirit. And it's just flavored. The cost on it is about 18 cents, I think they quoted to produce it. 18 cents a can, and they make, I don't know, they make a ridiculous markup on it per unit. So I think the founder of the company, Mark Anthony Group, his personal wealth is just over 4 billion. I think the group itself is worth probably 5 times that. But they do nothing but innovation, and we're trying to tap into pieces of that innovation cycle that they do. So it's just a matter of getting to the right people within their corporation to let them see the value of what we do versus the costs related to their own research internally. You know, sometimes it's not as hard, but well, the big company, the large company, it's interesting, but sometimes it's hard to do business with them. So, for example, they have the choice the big company have the choice to work with our lab all around the world. So yeah. And in comparison, SME, it's local. They like to be in contact. The budget is lower, but we can do good project with them. So
it's I understand your situation, and so Fiber, we are in the industry since 1989, so we Oh, are wow. a good background, 30 years of background, but it was not always easy. We Yeah. have something in the past. We had a big project with a company, and we have roughly 8 person who was involved, who was working for this project. And one day the company said, okay, the company is sell, so we stop everything now. So we have to say 8%, sorry guys, I can't keep everybody. So we have to just Wow. turn and to see what's gonna happen. So this is why I said it is good to have a big project with big company, but SME, it's really important also to have this kind of Yeah. company in your portfolio. Yeah, we're mostly small and medium enterprise right now. It's but the amount of innovation in the space is hard to keep up with. So it's good. It's a good problem because I like the end product. I like drinking the end product. Yeah. So And tell me, do you know if your customer have an interest on the recyclable bottle? well, the answer right now is absolutely, because the supply chain for bottles, glassware, cans is so long for these guys Okay. that some of them are not packaging. Like they're moving products into draft, like breweries are moving it into keg because they can't get the cans on time. There's a high demand for like 250 ml recycled aluminum cans. There's a high, I had a distillery call me the other day looking for glass bottles because the supply chain's too long. He wanted to know if we knew anyone. Same thing with plastics and pretty much everything else. If there's a container they can put something into that is stable, they're looking at all their options right now, because trying to get a container out of China or wherever the products are usually made onto the west coast of Canada right now is, in some cases, it's gone from weeks to months for delivery. So yeah, there's definitely interest in it. And is it due to the pandemic COVID-19, or it was like this before? It was growing. It's been growing over time, and it's been shifting over time. So there was a shift from glass to aluminum because of the weight associated with glass relative to aluminum. So the cost of shipping and the CO2 footprint for many wineries and breweries and distilleries were moving them out of glass into can. There was a shift with wineries to move some of their wine, usually their cheap wines, into aluminum, so that it's more portable for Gen Z, like the younger consumers who don't want to buy a big bottle for $30. They want to buy an aluminum can of the same wine for $4.50, and drink that at the beach, or, drink it when they're hiking or camping or whatever they're doing. So it was moving back and forth quite a bit for glass and can and plastic. And now a lot of people are just, I'll take what I can get because of the supply chain issues. So yeah, I would say there's probably an interest if you have access to supply. Well, not now, not really, because I don't know if you saw Carlsberg and Johnny Walker. They do they launch a recyclable bottle. So it was a bottle in paper, and they say that it's something that we can recycle. And presently at Fiber, we are working on different. Let's see. Ouch. Is it for example, is this kind of cup? It's made from cellulosic fiber. So, for example, and we are looking for a process to develop bottle presently. What would be the lifespan of that on shelf? How long could I stick a
a beer or a spirit or a wine into that vessel and expect it to last? For that, the same where we're gonna put inside a coater. So Yeah. it's coater for water and drink. So you can see it's a single use, of course, but you can keep the beer or the wine inside a couple hours with no problem. Okay, Or the other, I will just come back. sure. Another possibility. So presently we can't do that. So it's a bottle in two pieces. Yep. So imagine that we can put a glue here to stick, and inside we can have a small layer of plastic. So Yeah. if you compare to a bottle made 100% of plastic, the quantity of plastic, the layer inside would be lower. So if I look at that container, I'm trying to think through practically how I would fill it and how I would seal the end if it was going to go on shelf. But you know, this kind of bottle, it's a big one, but this kind of bottle, we saw about this kind of technology. We saw this at the liquor store here in Three Rivers. Oh, really? So it was Okay. it was a market for that, but now there are no one on the market. But we have a sample here of this kind of bottle, but it's something that the problem was here because you know when you just in the transport and the manipulation, sometimes the glue is not enough and it's gonna split like this, and the plastic layer gonna have a hole, and well, you lose the wine. But it was some issue that the customer have, but the technology already exists, and what we are looking for presently it to produce a bottle in paper, but in one mold. So it will be one part, and we will do the extrusion of the bottle. Okay. This is something that on what we are looking for, but the technology is not there probably in maybe 3 or 5 years. But I'm just curious to know if the customer is looking for something sustainable packaging in this industry. So for sustainable packaging, if it's lightweight, if it's recyclable, if it can hold up to either a low acid environment, because not really low, but a lot of the beverages are in the 3 to 4.5 range for pH. Would be helpful to know if it stands up to carbonated versus just still beverages. And then the only other thing is the opportunity for branding. What does it look like on shelf, or would they just sell these out of their own winery or distillery, for example? But there's absolutely an appetite for it. We've had companies approach us about for the 6 packs of beer. There's a company called PackTech that puts on a plastic applicator to hold them. You would know them from your previous life. So we're looking for new applications that use that PackTech equipment, but will allow us to use products like yours to adhere that still have the something. Well, I think I have a sample here. Where is it? Well, I understand what you're talking about. So that's something that we can. Well, it's something that we can look to develop. Yeah, it's the cost of distribution around Canada is not insignificant as a component of their distribution economics overall. So anything that provides
a better packaging format that is more compact, especially if it's user ready and recyclable or biodegradable somehow. There's more and more providers that are willing to look at it. And if it's a homegrown Canadian-made product, even better. Okay. They're trying to. A lot of companies are trying to repatriate stuff from offshore. The supply chain issues now have just proven that they can't go to, China and India and Malaysia to source all their products because now they can't get stuff packaged on time. Okay. So yeah, I'd be quite happy to take a look at some of your products for suitability here. There's probably no end of applications if we can find the right partners willing to try it. Yeah. No, So- that's interesting. Yeah. So, Good. all right. Well, I'll let you go. It must be near the end of your day there. So, It's the end of the day never happened here. no, it doesn't here either. So, but I'll see if I can grab some samples of that stuff for you and ship it over with a bottle of local bourbon. You guys can, Yes. even if you can't use the product in biochar making, at least you can have a drink while you're looking at it. Yeah. Good. So- But can you just maybe write me your email in the chat? Sure. One second. I will send you my contact with the address for shipping. Okay. And do you have like a one pager of your tech or I can send one across. something like that? Because I would like to share it to the manager at the food lab here in Three Rivers. So maybe there's something could be interesting for you. I don't know. The website probably has Okay. the best one pager on the front, just on sort of what we do. Perfect. But yeah, shoot me a note. I'd be happy to chat further about it. Good. So I'm gonna contact Etienne, the manager, and if it's something interesting, I'm gonna put you in contact with him. Okay, sounds good. Thanks so much for your time. Thank you. All right. Take care. Talk soon. Bye. Bye-bye.